Donc bonjour, bienvenue. C'est la 4e journée de cette semaine de l'éco-citoyenneté et aujourd'hui, on a la chance, le privilège et l'honneur d'accueillir Ange Ansour. Alors, je vais te présenter très rapidement, Ange, mais la présentation de Ange, elle pourrait durer. Ange, elle accompagne ma vie depuis plus de 10 ans. Tu ne le sais pas, Ange, mais tes travaux m'ont largement inspirée quand je suis arrivée au ministère il y a une dizaine d'années. Et nous avons fait aussi bien qu'on a pu pour garder ce lien et continuer à diffuser tout ce que fait Ange. Donc, si vous ne connaissez pas les Saventuriers, vous courez vite et peut-être vous faites deux choses en même temps pendant la session. Vous allez voir de quoi il retourne. Ange, c'est l'enseignement par la recherche, hein, c'est l'ouverture, la joie. Et les Saventuriers ont ouvert la porte à on peut dire des milliers, des centaines de chercheurs. Oui, en fait, mais j'en parlerai, t'embête. Voilà, je raconterai un petit peu à la fin, après qu'on ait parlé de climat et d'anthropocène. Vois Voilà, bien. dans les classes. Et aujourd'hui, je m'arrête là, Ange va nous parler d'anthropocène. Alors, Ange, c'est quoi? On va par où? On t'écoute, on te suit. D'accord. Bah déjà, merci à nouveau à la mission de la Ligue française et merci à vous d'être avec, enfin voilà, qu'on puisse échanger aujourd'hui. Et le titre, alors je vais partager l'écran. J'espère que cette fois-ci, ça va à nouveau marcher. Et ben c'est parfait. Et donc bien sûr, je vais vous parler de éducation et d'anthropocène, ce nouveau mot barbare qu'on utilise de plus en plus souvent. Je vais essayer, comme nous ne sommes pas nous ne sommes pas très nombreux et c'est parfait, ça nous permettra d'échanger, donc n'hésitez pas à lever la main, à interrompre, à interagir, voilà, moi je suis là pour, que ce ne soit pas, un énième webinaire en ligne et cetera. Donc, je vous raconterai l'histoire des Saventuriers à la fin, si nous avons le temps, et de l'Association française pour l'éducation par la recherche, mais on va s'attarder sur le sujet qui nous intéresse, c'est éduquer en anthropocène. Alors, je fais ce petit jeu chaque fois que je fais depuis 1 an, 2 ans une conférence ou une formation sur ce thème, un petit jeu de mots. Je vais me taire pendant 30 secondes, je l'ai déjà fait et ça marche très bien, et je vais vous laisser regarder ces mots et me dire s'il y a des mots dont vous n'avez jamais entendu parler. Mmh. N'hésitez pas, soit à le mettre dans le chat, soit à prendre la parole. C'est bon? Est-ce qu'il y a des mots que vous connaissiez tous les mots? Non? Non, non, non. Carmen, il y a des mots que tu connaissais pas avant? Je Non, t'en il y a plein de mots que je connaissais pas du tout. En fait, on va se marrer parce qu'on va pas du tout s'attarder sur les mots qui ont l'air barbares, genre solastalgie, ça, mais on va regarder les mots oui, capitalocène, littératie climatique, solastalgie, voilà. Mais on va regarder les mots qu'on a tous l'impression de connaître, du type nature, milieu, environnement. En fait, ce sont ces mots-là qui sont les mots les plus piégeux. Parce que si on regarde ces mots qui ont l'air, la littératie climatique, c'est simple, c'est la quantité de connaissances qu'on peut avoir sur le système Terre, atmosphère. Solastalgie, c'est la nostalgie éprouvée vis-à-vis du monde d'antan moins corrompu par l'homme naturel, etc. Capitalocène, c'est le fait de dire qu'on est à une ère où c'est le système capitaliste qui influence le système Terre. Donc, c'est des mots très, très récents, plus ou moins stabilisés, mais du coup, ils sont assez transparents parce qu'ils n'ont pas d'une sédimentation historique derrière eux. Alors que si je vous dis environnement, nature, milieu, tout le monde a l'impression de connaître. Mais en fait, c'est des mots qui ont revêtu des sens extrêmement différents en fonction des époques. Le mot nature, tel que nous, on va l'entendre aujourd'hui, il est très polysémique. Il est alourdi de toutes ces sédimentations. Et le mot nature, dans science de la nature, c'est né à une époque précise, au tournant du 18e, 19e, lorsqu'on commençait à distinguer l'histoire naturelle, donc qui racontait plutôt dans une approche de sciences humaines, des sciences de la nature, donc une introduction à la scientificité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pareil, le mot milieu, par rapport au mot écosystème, par rapport au mot environnement. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Le but, ce n'est pas de faire une définition ou un concept, mais de vous dire, voilà, les mots, lorsqu'on les utilise, il faut se méfier de ceux qu'on croit être transparents. Et ça va nous aider, en fait, dans la suite de l'exposé que je vais faire aujourd'hui.
Deuxième petite slide que je vais vous raconter, eh ben, il y a eu un flottement et j'ai laissé exprès ce flottement. Est-ce que je fais une intervention sur l'éducation à l'anthropocène? Une éducation sur l'anthropocène, en anthropocène? Et en fait, je me suis dit, bah voilà, on est toujours au même flottement qui a défini depuis toujours tout ce qui est relatif à l'enseignement, l'éducation, l'apprentissage et l'environnement. Une chercheuse assez connue, Lucie Sauvé, en 2008, donc autant vous dire, c'est pas hier, a déjà fait une première nomenclature qui est appelée à être évolutive, mais que je trouve très claire pour nos autres enseignants. Donc, je vous l'ai résumé là dans un petit tableau. Et donc, elle dit, voilà, éducation au sujet de l'environnement, par et dans l'environnement, pour l'environnement. Et voyez bien qu'elle distingue qu'est-ce qu'on fait, éducation au développement durable, à l'environnement. Donc, c'est la première famille. L'objectif, c'est d'acquérir des connaissances. Éducation par et dans l'environnement, vous voyez par exemple la résurgence aujourd'hui des classes d'or, classes dans la nature. Donc voilà, comme vecteur d'apprentissage et de transformation des attitudes. Et éducation pour l'environnement, et on voit bien par exemple, c'est l'objectif de l'éducation au développement durable ou à l'éco-citoyenneté avec des objectifs comportementales ou des objectifs d'adhésion à des valeurs. Donc, vous voyez bien, on veut apprendre, on veut changer de posture, on veut changer d'emplacement. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Quelle de ces trois familles je vous propose? Est-ce qu'on va faire lequel? Éduquer pour l'anthropocène, à l'anthropocène, par l'anthropocène? Ben non, en fait, je vais faire en anthropocène. Enfin, ça va être très différent. Donc, déjà, pour la première chose, j'essaye en tant que possible d'éviter, lorsque je parle moi-même, je vous présente des choses, on parle de s'aventurer, d'éducation par la recherche, et on essaye dans un maximum d'éviter la famille des éducations A. L'éducation à la citoyenneté, à l'environnement, à l'alimentation, à la sexualité, et je en passe et des meilleurs de l'empilement. Tout simplement, quel que soit l'intérêt et l'excellence des interventions, les recherches ont montré que menées en milieu d'éducation formelle, elles ont peu de résultats comparé à l'investissement en temps. Et qu'est-ce que ça veut dire peu de résultats? C'est-à-dire l'évolution des connaissances des élèves, de leur préconception, de leur comportement est faible. Pourquoi? Non pas parce que ce n'est pas bien fait, mais parce que dans le système scolaire, qui est l'éducation formelle, régie par des disciplines, par des objectifs de réussite, elles sont perçues comme étant récréatives, donc moins investies cognitivement. Donc, si vous faites une évaluation un peu plus tard, est-ce que les élèves ont changé leur comportement nutritionnel après une séquence d'éducation à l'alimentation? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont changé leurs croyances? Plus ou moins. Et alors, pourquoi le choix en anthropocène? Parce que ça désigne non pas la manière d'enseigner ou les objectifs d'enseignement, mais on acte l'entrée dans une ère nouvelle. Et là, on va savoir que l'anthropocène, c'est une question de temps. On entre dans une nouvelle, je dirais, civilisation, une nouvelle temporalité géologique, on en discutera après. Deuxième chose, c'est que quand on dit, voilà, je dois imaginer une éducation qui acte un changement d'air, ben, je dois m'occuper du niveau, ce qu'on appelle en éducation de micro, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la classe, qu'est-ce que les élèves apprennent, qu'est-ce qu'ils mobilisent, qu'est-ce qu'ils produisent. Au niveau mezzo, c'est-à-dire que l'établissement et son territoire, est-ce que ça va changer des gouvernances d'établissement? Est-ce qu'il peut y avoir, vous savez maintenant, les labellisations d'établissement? Qu'est-ce que je peux faire? Mais également au niveau macro, au niveau du système éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres enseignants? Est-ce qu'on doit changer un peu nos référentiels? On parle beaucoup de la neutralité des enseignants, laïcité. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que l'école doit changer de finalité? L'école française est une école d'instruction, mais également d'éducation. Donc, il y a tous les enjeux de citoyenneté. Est-ce qu'il faut qu'on inclue une éco-citoyenneté? Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, il y a les trois niveaux. Et puis, à la fin, pourquoi en anthropocène? Je partage ça toujours parce que ça me met en danger moi-même. Je vous fais part d'une fragilité parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore stabilisé. Jusque-là, on a toujours travaillé aux interfaces des recherches et de l'éducation. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, l'équipe s'est rendu compte, tout l'écosystème des chercheurs et des éducateurs avec lesquels on travaille, s'est rendu compte que c'est très bien, on travaille sur le climat, etc. Et il y a une dimension d'engagement, donc qui n'est pas justifiée uniquement par des résultats sur l'efficacité de l'enseignement ou ce qui est attendu par les élèves,
Mais il y a un moment où il faut se dire, qu'est-ce que je fais en tant qu'enseignant? Donc voilà, je m'arrête là. Et tout ça, c'était parole pour dire, voilà, on anthropocène, mais qu'est-ce que c'est? Parce que j'en parle comme si tout le monde savait. Tout simplement, c'est un terme qui a été forgé en 2000 par le prix Nobel de chimie, Crutzen, pour dire que l'action anthropique, c'est-à-dire l'action des humains sur la planète, a changé la donne pour la planète. On n'est plus dans l'Holocène, on est dans l'Anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut qu'il y ait des comités de stratigraphie, donc ça c'est de la géologie, qui vont chercher des marqueurs partout sur la planète. Il faut dire, à telle date, un tel marqueur, on l'a trouvé partout dans les roches, et ça veut dire qu'on a changé d'air. Et c'est la première fois de l'histoire de la planète Terre, du système Terre, donc atmosphère et Terre, que c'est l'être humain qui change massivement à l'échelle du système Terre, non pas localiser la donne géo-atmosphérique, etc. Alors, il y a la communauté scientifique n'a pas encore décidé de cette date. Certains plaident pour la révolution industrielle, d'autres plaident, par exemple, pour l'explosion nucléaire en 1945, parce qu'on peut trouver des isotopes partout sur la planète. Donc voilà, mais peu importe, je dirais, si c'est important pour les géologues, mais pour nous, on sait qu'on est entré dans une nouvelle ère, et c'est en ce sens-là que le mot anthropocène, et c'est ça son intérêt, c'est on sort des sciences exactes, on va vers les sciences humaines, et on se dit que pour nous éducateurs, pour travailler sur le climat, pour avoir cette fameuse littératie climatique que j'ai évoquée dans cette liste de mots au départ, et bien sûr, il faut que nos élèves aient des connaissances en physique, sur la biodiversité, il faut qu'il y ait des connaissances sur l'urbanisme, sur l'économie agricole, alimentaire, sur l'érosion, sur la chute de la biodiversité. Ils doivent apprendre à calculer leur empreinte carbone. Ils doivent apprendre ce que ça coûte en kilowatts d'allumer des lampes. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut du droit, il nous faut de l'histoire, il nous faut de la sociologie, il nous faut de la philosophie, il nous faut de la littérature. Donc, ce que dit cet historien, Stéphane Van Damme, on recommence à dépasser les silos entre sciences de la nature et histoire des sciences. Donc voilà, on dit à nos élèves, pour une fois, la pluridisciplinarité est essentielle pour comprendre un phénomène. On ne peut pas se contenter uniquement de faire de la physique et de la chimie et des SVT pour comprendre les changements climatiques. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant pour tous les enseignants, qu'on soit prof doc, qu'on soit chef d'établissement, qu'on soit professeur de langue, qu'on soit professeur de français, professeur d'histoire géo, ce n'est pas le précaré de certaines disciplines. On est tous concernés par ça. Et donc, voilà, pour éveiller nos élèves, pour bien leur enseigner, il faut qu'on articule histoire de la nature et histoire des sociétés humaines. Et voilà, vraiment, c'est toute l'histoire de l'école, les sciences exactes et les sciences humaines. Bon, je m'arrête là, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pour ça, éduquer à l'Anthropocène. Donc, comme je vous disais, climat, environnement, nature, développement durable, quelle littératie, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Vous savez, les programmes ont beaucoup évolué, ont intégré énormément de nouvelles notions. Voilà, c'est juste pour vous résumer, mais pour ajouter aussi, quelles pratiques citoyennes, quelles pratiques culturelles pour les élèves? Est-ce qu'il y a une nouvelle modalité en termes de coopération? Quel sens on donne aux apprentissages? Donc moi, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Je vais vous faire un petit espèce de tas de l'art. Je vais vous raconter qui travaille là-dessus et qu'est-ce qui existe aussi. Bon, alors, on parle de climat, on parle d'anthropocène. Nous sommes éducateurs et nous travaillons avec des jeunes. Excusez-moi, mais nous sommes tous vieux autour de cet écran aujourd'hui. Quand ça sera trop chaud, au mieux, on sera grabataire. Donc, on est face à des jeunes qu'on ne connaît pas. Et on est souvent prisonnier des discours médiatiques sur la génération climat. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs aspirations? À moins de regarder précisément les rares travaux de recherche, on ne sait pas qui sont ces jeunes. Et pourquoi on a besoin de les connaître? Et non pas par coquetterie, mais en tant qu'enseignant, pour bien travailler avec eux, pour leur donner les bons outils, et pour que nous, on ait la bonne posture, il faut les connaître. Donc, je vous ai cité quelques travaux, il y a une bibliographie qui est à la fin, un collectif de sociologues français, Quantité Critique, qui, avant la pandémie, parce qu'il faut savoir que la pandémie a ralenti énormément les travaux sur les jeunes et le climat, parce que tout facilement, on les voyait moins.
On fait l'unique étude quantitative massive sur cette jeunesse européenne qui marche. Vous vous rappelez, à l'époque, on marchait pour le climat, ils faisaient des grèves le vendredi, etc. C'est des dizaines de milliers de questionnaires, d'entretiens, etc. Les travaux en tout ce qui relève de la pédopsychiatrie, donc tout ce qui est psychiatrie des jeunes sur les phénomènes d'éco-anxiété. Donc, il y avait les travaux de la Léa Beloin et de Caroline Hickman. Ils viennent de publier un nouvel article d'ailleurs, hier ou avant-hier. C'est les uniques travaux vraiment scientifiques sur cette question. Je ne parle pas des enquêtes journalistiques. Et puis, il y a des études de l'UNICEF qui a comparé, elles sont intéressantes parce qu'elles ont une approche comparative internationale entre les jeunes des pays en voie de développement et les gamins des pays développés. Donc, grosso modo, je vous ai fait un mishmash des conclusions pour que vous n'ayez pas à lire tous les articles. Il n'y a pas de génération climat. Et il y a plus de différences entre les jeunes de la même génération qu'entre les jeunes et les vieux si on prend l'angle de la catégorie socio-professionnelle des parents. Les enfants militants viennent de familles à bon capital culturel. Les enfants non militants, ben, ils ne viennent pas d'un milieu, soit ils ont une histoire militante, soit il n'y en a pas. En revanche, ça ne veut pas dire que les gamins qui ne viennent pas de milieux qui ont un capital socioculturel important se désintéressent du climat. Ça, c'est un cliché. Ils disent, ah, ils ont des préoccupations plus immédiates. Ils s'y intéressent beaucoup, voire parfois ils sont bien informés, mais c'est les formes de contestation dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Les marches pour le climat, les grèves pour l'école, le langage dépressif sur l'éco-anxiété, etc. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans, donc ils se sont retirés de ces mouvements. Donc voilà, et ça, je trouve qu'en tant qu'enseignant, c'est très important, surtout si on a des publics hétérogènes. Ensuite, les élèves, pour ceux qui sont d'entre vous au lycée, parce que c'est surtout des lycéens qui marchaient, ce sont majoritairement des filles et des filles à profil littéraire qui sont militantes. Très peu de scientifiques. Pourquoi? Pour deux raisons historiques. Les littéraires ont toujours milité plus que les scientifiques. Et deuxième enseignement, si vous faites des questionnaires sur ce qu'ils savent sur le climat, ben les gamins, lycéens, scientifiques en savent plus en termes de littératie climatique, mais bougent moins dans cette forme de contestation, parce qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec la forme de contestation. Et surtout, ils sont plus optimistes. Ils pensent qu'on n'a pas besoin de bloquer les écoles, etc., qu'il y a d'autres moyens. Donc, vous voyez, il y a une différence encore. Et à la fin, il y a une véritable interrogation, à part des études de l'UNICEF et des pédopsychiatres, sur le terme éco-anxiété, qui est forgé par des sociologues, qui est forgé par des journalistes, etc. C'est-à-dire que les gamins, selon ces études, sont anxieux, sont inquiets, mais pas par le climat. Ils sont inquiets et anxieux par l'inaction des gouvernements. C'est-à-dire qu'ils ont une proto-conscience, même à un jeune âge, une proto-conscience, parce qu'elle n'est pas encore formalisée, politique. Et donc, ce sont plutôt des germes de colère climatique que d'anxiété. Parce que les psychiatres, parce qu'ils sont en approche scientifique, refusent de catégoriser l'éco-anxiété dans le DSM, le manuel de classification des affections psychiatriques. Elle n'existe pas. Donc, ce n'est pas scientifique de parler d'éco-anxiété. C'est un phénomène social, médiatique. Mais si vous l'étudiez, qu'est-ce qui vous inquiète? C'est le réchauffement, oui, mais qu'est-ce qui vous inquiète? C'est le fait qu'on ne fasse rien. En fait, ils en veulent aux institutions. Donc, c'est pas de l'éco-anxiété, c'est de la colère politique. Voilà. Donc, c'était aussi intéressant pour connaître nos jeunes. Donc, et d'ailleurs, les discours qui leur disent il faut que tu t'inquiètes pour la Terre ou pour le climat, en fait, ce sont des discours qui sont nourris par ce langage d'éco-anxiété, parce que la Terre, la planète, le climat, ils s'en tapent complètement de nous, des humains. Il peut y avoir des chutes de la biodiversité, puis la planète va reprendre. Ce qui est inquiétant, c'est un certain mode de vie. Et c'est là que l'étude de l'UNICEF vient corroborer. C'est-à-dire que les jeunes dans les pays développés sont beaucoup plus inquiets pour l'avenir que les jeunes dans les pays en voie de développement, alors que c'est eux qui sont le plus concernés. C'est là où il y a le plus de risques dans les pays du Sud. Mais parce qu'ils ont plus de foi dans le progrès. Leurs parents vivent mieux que leurs grands-parents. Eux, ils vont vivre mieux que leurs parents. Alors que nos jeunes associent ça à une chute de leur niveau de vie, de leur mode de vie. Donc, les gamins ont compris que ce qui se jouait, c'était pas, bien sûr, c'est la chute de la biodiversité et le réchauffement climatique, mais ce que ça menace, c'est pas la planète Terre. La planète Terre, elle s'en sortira. Ce qui est en jeu, c'est le mode de vie occidental. En tout cas, dans ces études-là. Donc, voilà.
Et ben moi, je vais vous parler plutôt de s'aventurier maintenant, de ce qu'on fait, parce que c'est bien de parler de tout ça, mais on peut avoir envie d'agir, de faire des choses. Et avant de parler de s'aventurier, on va parler un petit peu peut-être de... voilà, il y a beaucoup d'initiatives partout, vraiment, euh, autour du climat. Et on va un petit peu commencer par des petites initiatives institutionnelles dont l'objectif est de donner forme à l'éducation climat, environnement, éducation, développement durable. C'est-à-dire que vous savez que ces enjeux sont devenus importants, plus ou moins obligatoires dans différents systèmes éducatifs, mais on n'est pas tout à fait tous d'accord sur ce que les élèves doivent apprendre. Donc l'UNESCO, donc je vous les ai mis là, je vais essayer d'avancer vite parce que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. L'UNESCO a créé un référentiel, des associations type WWF. Il y a l'Académie de Grenoble qui a créé un guide des compétences qui est assez bien fait parce qu'il explique, il dit, voilà, il y a des compétences transversales, savoir travailler de manière collective, comprendre les différences entre l'action systémique qui fait un réel effet sur la planète ou pas, savoir faire de la prospective, élaborer des scénarios, c'est hyper important pour le climat parce que surtout à la lumière du dernier rapport du GIEC qui nous installe dans la perspective de l'atténuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire des scénarios d'atténuation? Qu'est-ce que c'est la responsabilité éthique? Qu'est-ce que ça veut dire pour le vivant, pour les autres humains? Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est, voilà, je vous ai déjà parlé, c'est l'Europe a créé, parce que ça va devenir, à mon avis, d'ici 1 ou 2 ans, obligatoire, comme pour le cadre commun européen pour les langues, ils ont créé les Green Camp, les compétences vertes, à partir du Green Deal européen. Vous savez que le Green Deal, c'est un objectif qui engage toute l'Europe à l'horizon 2050. Et parmi les engagements, bon, il y a l'industrie, tout ça, mais il y a qu'est-ce qui concerne pour l'Europe? Vous avez les engagements pour l'Europe, c'est former tout le monde, rendre accessible la formation. L'apprentissage de la durabilité environnementale, c'est une priorité, que ce soit en formation continue ou en formation initiale. Au niveau des établissements, comme je vous disais, c'est macro et mezzo. Donc, au niveau des établissements, il faut vraiment que les établissements intègrent dans leur activité, dans leur projet d'établissement. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'autonomie des établissements. Un projet d'atténuer voilà, intégrer la durabilité dans l'ensemble de leur activité. On parle de durabilité ou atténuation, peu importe. Et voilà, investir dans les infrastructures, les bâtiments, les transports, les cantines, vous voyez, les contenus d'éducation au niveau de l'établissement et au niveau des politiques éducatives. Eux aussi, voilà. Donc, voilà, les éducateurs, et je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon, je n'aurai pas le temps d'aller dans d'autres choses, mais on recoupe un peu ce que les autres font, c'est toujours autour des compétences transversales, savoir faire de la prospective, les valeurs éthiques, de responsabilité, savoir agir. Donc, vous retrouvez absolument les mêmes partout. Je vous ai fait également, cette fois-ci, il ne faut pas, Julie et Jérôme, que j'oublie de vous laisser le PowerPoint. J'oublie toujours. Cette fois-ci, il faut me harceler. Je vous le laisse. Donc, il y a beaucoup de cartes d'acteurs en France et à l'international. Je vous ai cité quelques-uns. Et ceux-là, ils font des ressources scientifiques et pédagogiques. Donc, Office for Climate Education, qui est l'émanation à la fois de la main à la pâte et du GIEC. Alors, ils font des petits résumés, des petites activités issues des rapports du GIEC qui sont hyper robustes, très costauds, pas faciles à prendre en main. Je vous avertis tout de suite, le moindre document, c'est une centaine de pages et c'est assez costaud. Et le climat, ma planète et moi, et du climat, s'aventurier, enfin, tous ces gens-là font des choses assez intéressantes dans des niveaux différents. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des simulateurs de calcul de transition carbone dans les établissements. Il y a des petits jeux qu'on peut imprimer avec des cartes. Enfin, il y a plein. Vraiment, vous trouverez tout ce que vous voulez là-dedans. Il est impossible de ne pas trouver son bonheur en l'état actuel des choses. Il y a également des réseaux, pas uniquement des contenus ou des ressources et des supports. Donc, il y a Profs en transition. C'est vraiment un réseau de plusieurs dizaines de milliers de profs qui échangent des ressources, qui créent des ressources ensemble. Allez-y, regardez. Enseignants pour la planète aussi. Et lycée en transition, c'est le côté gamin. C'est des lycéens
qui ont créé ça il y a quelques années et ça continue à être en activité. Pour aller plus loin, plus dans le monde de la recherche, ou bien des pratiques culturelles, par exemple la Maison des cultures du monde de Berlin, je crois qu'il n'y a personne d'Allemagne aujourd'hui avec nous, mais ils ont un des projets les plus ambitieux que je trouve sur la planète, hein, le curriculum de l'Anthropocène, c'est un projet sciences-art qui peut être très inspirant pour nous. Donc je vous ai mis, pour ceux d'entre vous veulent aller plus loin, qu'est-ce qui se passe au niveau international, dans lequel vous êtes déjà ancré, comme initiative autour de l'éducation, du climat, de l'Anthropocène, des arts, des sciences, et on voit bien que le mot Anthropocène a ça de fort. C'est qu'il va au-delà de la simple littératie, de l'alphabétisation climatique, et ça inclut des institutions, des imaginaires, des scénarios assez intéressants. Je n'aurai pas le temps de faire ce focus littérature jeunesse parce que je voudrais qu'on parle un peu de s'aventurier quand même. Et donc, j'ai envie de vous raconter un peu ce qu'on fait avec S'aventurier. Donc, comme je vous ai dit, avec S'aventurier, on a pris à bras-le-corps les questions climatiques depuis longtemps. Vous pouvez trouver sur la S'aventurothèque du site S'aventurier des ressources de tout ordre. Des vidéos, des projets de classe, des dossiers dont on parlera un peu. Et ça, c'est des exemples de projets en élémentaire comme au second degré. Donc, le premier, c'est vraiment sciences exactes. C'est sur les abeilles que je vous ai mis là, abeilles. Je ne sais pas si je clique dessus, si je la partagerai à mon écran, mais je ne crois pas, mais je vous laisserai le regarder. Et le deuxième, et c'est au niveau des collèges, et c'est vraiment pluridisciplinaire avec une dimension action, mais pas que de la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que des gamins imaginent des solutions, excusez-moi, pour leur établissement en s'adressant à leur territoire. Ils ont des défis, c'est des hackathons, des défis, alors la pollution lumineuse, le mobilier urbain, voilà. Allez-y, regardez. Et en plus, on a tout modélisé, vous pouvez le télécharger en ligne. Donc, je vous ai mis le hackathon durable. On a créé aussi des dossiers mais alors, c'est pour les grands, lycéens et collégiens autour de la justice climatique. Excusez-moi. Comme je vous ai dit, climat, ce n'est pas que biodiversité et calcul d'empreinte carbone, mais c'est également littérature jeunesse, mais je n'aurai pas le temps, j'aurai vraiment pas le temps. Et quelque chose de très important, c'est éveiller les élèves, leur donner les moyens de comprendre les mécanismes du droit international et du droit national concernant le climat. Par exemple, en ce moment, il y a les COP, plus ou moins médiatisés, plus ou moins bien médiatisés. Est-ce que les élèves savent que ça ne fait pas force de loi? Les COP peuvent toujours se succéder. On peut toujours signer les documents et ne rien faire. Ben oui, parce que ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas une loi. Et donc, ces dossiers, c'est pour leur expliquer les différents régimes du droit et les procès climatiques, et également avec beaucoup d'outils. Donc, pour leur apprendre, pour simuler des procès climatiques, pour simuler des débats mouvants, pour simuler, voilà, pas mal de choses. Donc, vous avez un dossier justice climatique qui est plus, entre guillemets, théorique, avec tout ce que vous voulez savoir sur le droit, d'autant que ce n'est pas enseigné à l'école, ni au lycée. Donc, on a vraiment tous, en tant que besoin, d'enseignants, de documents très pédagogisés, de documents très didactisés sur le droit. Et un deuxième dossier qui est vraiment des situations de classe. Débat mouvant, simulation de procès, argumentation, enfin vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le tout est avec des vidéos, des infographies, des fiches, tout est avec le temps que ça vous prend, le matériel. Et j'en parle parce que je trouve qu'on parle très peu de cet aspect à l'école, alors que pour nos élèves, pour sortir de l'éco-anxiété, pour sortir que le monde est fini, on peut leur dire qu'il y a des outils contraignants qui existent et qui sont les outils du droit international, qui ont l'avantage de préserver notre aspiration démocratique malgré les pressions de l'urgence climatique et qui leur donnent des perspectives d'action. Nous avons fait le premier MOOC et l'unique MOOC jusqu'à aujourd'hui au monde sur l'Anthropocène, qui s'appelle « Éduquer en Anthropocène », pour reprendre le terme de mon intervention aujourd'hui. On avait déjà fait un MOOC sur le climat avec les chercheurs de IPSL. Et là, vous avez vraiment des physiciens, des climatologues, des spécialistes de la biodiversité. Celui-là, il est différent. On a fait intervenir des géographes, des urbanistes, des philosophes, des historiens, des gens de l'institution pour expliquer qu'est-ce que ça fait l'Anthropocène. Ce MOOC, je vous en parle rapidement,
Ces objectifs pédagogiques, c'est expliquer ce qu'est l'Anthropocène, avoir un aperçu historique et scientifique sur l'éducation au développement durable à l'école. Donc, on a fait intervenir la responsable à l'inspection générale, Monique Dupuis, de toutes les questions de développement durable. C'est elle qui pilote ça, qui a donné. Et elle avait un dialogue avec Stéphane Van Damme, l'historien. Et on voit bien que l'école et l'évolution des disciplines ont toujours eu un dialogue. On a aussi mis en lumière beaucoup de projets dans les écoles, les établissements du premier degré jusqu'au lycée. On a également fait intervenir des chercheurs pour expliquer c'est qui les jeunes. Donc, beaucoup de vidéos sur l'éco-anxiété, beaucoup de vidéos sur ce qu'est la génération anthropocène, et puis toute une partie sur la vision de s'aventurier, dont j'en parlerai à la fin. Il y aura une deuxième édition du MOOC en Anthropocène un peu plus tard dans l'année, mais tout ce que je viens de vous dire, les vidéos des 2 MOOC, Climat et Anthropocène, sont en accès libre sur la chaîne YouTube des Aventuriers, dont je vous ai mis le lien ici, et vous pouvez cliquer dessus et tout y est. Et vous pouvez choisir les vidéos dont le sujet vous intéresse sans être obligé de suivre tout un MOOC. Ça a toujours été notre politique d'avoir des MOOC pour ceux qui veulent certifier, mais mettre en open source à disposition de tous les enseignants et de tous les professionnels d'éducation les ressources en accès libre sur la chaîne. Donc, voilà. J'ai encore un peu de temps pour parler ou il faut que je passe à la discussion? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, je vais juste finir. Effectivement, si on reprend les données brutes du GIEC, nous ne sommes pas sur une bonne trajectoire. Les scientifiques estiment aujourd'hui à 0%, à comportement égal des États, des gouvernements, de l'industrie, des individus. Si on est dans la même trajectoire des émissions, on est à 0% de chance de maintenir le réchauffement climatique sous l'emblématique 1,5 défini à Paris. On a 7% de chance de le maintenir à moins 2 degrés. Et on a 20% de chance de le maintenir à moins 3 degrés. Autant vous dire que je comprends. Il y a 1000 scientifiques qui viennent de publier dans The Lancet un appel à la désobéissance civile. Je les comprends. Parce que dire 20% de chance, une chance sur 5. Et le monde est invivable à 3. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, enseignants? On ne va pas dire aux enfants. On est responsable. Moi, j'appelle là les écrits, je m'inscris dans la lignée de Hannah Arendt, de Hans Jonas, de la responsabilité que tout éducateur, qu'il soit parent, enseignant, prof à l'université, face à un jeune. Et les jeunes sont fragiles par nature parce qu'ils sont jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne leur dit pas, on n'a pas le droit. Non, pas le droit non seulement de ne pas leur dire au sens de cacher la vérité, ce n'est pas ce que je dis. Attention, on n'a pas le droit de ne pas agir. On n'a pas le droit de dire « Ah, c'est leur responsabilité. C'est eux les jeunes qui vont être les leaders de demain. » Non, mais demain, c'est trop tard. Un enfant qui entre aujourd'hui à l'école en maternelle à 3 ans, il sort du système éducatif à l'horizon de 2040. Alors, 2040, les dés sont jetés. Donc, non, c'est faux. On est hypocrite si on dit que c'est eux. Nous, si on est éducateur, on assume la responsabilité et on dit comment faire pour les accompagner, comment faire dans les réalités dures. On ne peut pas changer la réalité. On ne va pas leur dire que le monde ne se réchauffe pas. Ce n'est pas la question. Mais comment on peut leur dire, comment on peut agir en leur disant « le monde se réchauffe, nous ne baisserons pas les bras pour vous. » C'est pour ça que je suis en classe avec vous. C'est pour ça que je vous transmets la littératie climatique, des connaissances sur comment calculer l'empreinte carbone. C'est pour ça que je veux que tu apprennes à faire un procès climatique, parce que l'instrument du droit est contraignant. C'est pour ça que je veux que tu connaisses l'histoire des mots nature. C'est pour ça que je veux que tu comprennes ce que c'est l'environnement. C'est pour ça que je veux que tu apprennes à travailler à l'échelle de l'établissement de manière coopérative et collaborative. Nous avons des outils entre les mains. On ne baisse pas les bras. Et ça, c'est le sens de, je veux dire, je veux t'inviter à la petite aventure que m'a dit très bien Julie au début. Les aventuriers, c'est calme, c'est déterminé, c'est rigoureux et c'est joyeux. Et joyeux, ça ne veut pas dire nier, ça veut dire une espérance infinie pour les jeunes à l'heure de l'Anthropocène. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas une éducation à l'environnement, une éducation pour l'environnement ou sur l'environnement, mais une éducation
en Anthropocène, on a un devoir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les aventuriers? Qui sont les aventuriers? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, les aventuriers sont aujourd'hui portés par une association qui s'appelle l'Association française pour l'éducation par la recherche. Donc, je viens de vous faire rêver, maintenant on revient sur Terre. C'est de l'éducation, c'est de la recherche, on a des données, on travaille toujours aux interfaces des deux. Cette association est présidée par Roland Loucq, qui est chercheur en astrophysique, mais également un très bon médiateur scientifique. Peut-être certains d'entre vous ont vu sur YouTube les vidéos de vulgarisation de la physique à partir de Star Wars ou connaissent le Festival des Utopiales sur science et science-fiction. Le conseil scientifique est présidé par Marc Demeuse, qui est directeur de l'Institut national d'administration scolaire à l'Université de Mons en Belgique, spécialiste des évaluations des politiques éducatives. Et moi, je dirige la FPER. Quelle est notre mission? C'est développer l'éducation par la recherche en premier et contribuer à l'éducation en Anthropocène. C'est vraiment ça. Nos instruments, c'est S'aventurer École de la recherche, c'est l'accompagnement des institutions et c'est faire fédérer, travailler ensemble les communautés éducatives et scientifiques au service de ces deux objectifs. Pourquoi l'éducation par la recherche? Parce qu'on a besoin de rigueur scientifique. Aujourd'hui, à l'heure du climat, oubliez le climato-scepticisme, plus personne n'y croit. C'est plutôt les approximations et les ignorances qui peuvent nous mener dans le mur plutôt que les négations. Et on a besoin aussi d'éthique de la recherche. C'est-à-dire, on a un devoir de vérité, donc il n'y a pas de neutralité comme sur des questions vives type laïcité, citoyenneté, etc. Il y a des données qui ne font pas objet d'opinion ou de discussion, qui sont les données scientifiques du GIEC. En revanche, ce qui fait objet de débat, de discussion, c'est quelles sont les solutions? Comment, partir des données scientifiques, on peut avoir des arbitrages et des discussions démocratiques dessus, dans l'intérêt général et le bien de tous. Et ça, c'est ouvert. Et on a besoin d'éducation en anthropocène. On a besoin de droit, on a besoin de philosophie, on a besoin de science, on a besoin de tout. Donc, voilà. Donc, on fait 3 actions. On agit dans les classes à travers les projets S'aventurer. On fait des formations, comme je suis avec vous aujourd'hui. Et on fait de la R&D, de la recherche et du développement en éducation, et dont le dernier sujet, je vous donne un exemple, S'aventurer de l'Anthropocène. Donc, voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est simple. Vous pouvez tout simplement juste assister à des formations, juste télécharger des ressources ou regarder des vidéos. Donc, c'est déjà énorme. Mais vous pouvez aussi, si vous en avez envie, vous engager dans un projet S'aventurier. Et ces projets sont ou une question S'aventurier qui est déjà maîtrisée. Les projets S'aventurier sont dans une quinzaine de thèmes. Ça peut être de l'astrophysique, de la climatologie, du droit, de la philosophie. Ça peut être sur la santé, ça peut être la ville, l'histoire, peu importe. Et on apprend aux élèves à vraiment faire une démarche de recherche. Une démarche de recherche, ce n'est pas une simple démarche d'investigation. Ça, au-delà, c'est vraiment apprendre à problématiser, prendre des questions. On part toujours des questions des élèves. On en fait une problématique scientifique. Une problématique scientifique se construit par des lectures, par la discussion avec le mentor scientifique qui peut accompagner la classe, par l'apprentissage de méthodes, et à partir desquelles découle une démarche d'investigation, c'est-à-dire un protocole scientifique, une récolte de données, analyse des données et discussion de la problématique. Et c'est la même chose que ça soit de l'histoire ou de l'astrophysique. On a besoin de problématiser, on a besoin de connaissances, on a besoin d'un protocole, et à la fin, on fait. Donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Et on peut discuter un peu maintenant. Et j'arrête le partage pour que je puisse vous voir. Merci. Merci Ange, merci beaucoup. Bien, on ouvre la période des échanges, questions et ou échanges. Alors, voilà, vous pouvez, comme habituellement, soit noter dans le clavardage si vous avez une question ou quelque chose à partager à Ange et au groupe, ou alors prendre la parole tout simplement. Soit en levant la main, soit vous ouvrez votre micro, tout simplement. On a beaucoup de merci pour la présentation déjà, Ange. Merci à vous, vous m'avez écouté. J'espère déjà surtout que ça nous donne envie de continuer à enseigner aux gamins. Parce que si on leur dit que leur monde est fini, moi, je ne vais plus en classe. Oui, c'est Pierre, je vais prendre la parole. Oui, Pierre, oui, tout à fait. Voilà. Je rejoins beaucoup l'approche qui a été présentée parce que je suis notamment enseignant en histoire-géographie, en spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc, ça correspond tout à fait à l'approche que vous décrivez.
Et donc, je me demandais si par rapport aux aventuriers, il y avait éventuellement des démarches de recherche ou de projets qui pourraient être transposées à ces classes de spécialité qui ont pour vocation de préparer aux études supérieures finalement. Excellente question, Pierre. Dans la mesure où les projets aventuriers, avant la réforme, étaient très massivement pratiqués dans le lycée, et après la réforme, parce que la réforme est arrivée en même temps que la pandémie. Moins, mais moi, je trouve qu'elles sont parfaitement adaptées. Prenez n'importe quel projet s'aventure, regardez, il y en a plein en histoire, et je pense que, par exemple, tout ce qui est relatif à la justice climatique, environnement, peut être, ou même le MOOC Anthropocène, je pense qu'il est hyper... Les vidéos peuvent absolument nourrir les élèves. Que ce soit, par exemple, Michel Lusseau qui parle sur l'urbanisme, les questions de géographie, les questions de transport, que ce soit sur l'histoire des notions, allez-y, vous pouvez piocher plein de choses et vous pouvez tout à fait faire un projet de recherche et on vous met en relation soit avec un climatologue, soit avec un historien sur ces questions. D'accord, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci. D'autres éléments? D'autres questions? D'autres partages peut-être? Avec Ange, avec le groupe? Les gens n'osent pas prendre la parole. Je les ai peut-être un peu trop assommés. Et, enfin, bon, je vais ennuyer tout le monde donc. Non, vas-y Pierre. Donc, j'ai une autre remarque. Vous avez parlé des compétences développement durable. Enfin, ça ne doit pas être la bonne formulation, mais au niveau européen, est-ce que vous savez si le ministère réfléchit à l'intégration plus massive de ces compétences dans le cursus des élèves? Parce que là, en fait, on est encore au niveau du saupoudrage. On n'est pas véritablement dans l'éducation en anthropocène. Est-ce que vous savez si c'est un objet de réflexion au niveau politique? Oui, c'est un objet de réflexion et ça s'arrête là. Parce qu'en fait, au niveau Europe, les Green Camp, les compétences vertes, elles sont encore au niveau du prototype. C'est le premier prototype qui a été lancé et c'est pas encore, moi je le trouve par exemple, personnellement, je le trouve très lourd, impossible à intégrer tel quel. Il y a aujourd'hui, au niveau ministériel, en fait, pour être honnête, les débats politiques au ministériel reflètent les débats scientifiques et les débats sociaux. C'est-à-dire, sur les questions climatiques, on a des débats féroces sur quel type de connaissances transmettre. L'Académie des sciences, et je ne vous le cache pas, plaide pour une intégration des sciences de la vie, de la Terre et de l'atmosphère. Et ça suffit. Voilà, on va être très clair dessus. Moi, je peux vous assurer que j'ai entendu les inspecteurs généraux de sciences et autres dire que « Ah, mais ça ne sert à rien parce que de toute façon, les profs d'histoire géo, ils sont climato-sceptiques. » Voilà. Donc, c'est une réalité. Mais ensuite, vous avez des débats de société. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur apprendre, est-ce que c'est des scénarios d'adaptation, d'atténuation, qu'est-ce qu'il faut dire? Honnêtement, Pierre, moi je dis, on peut faire avec ce qui existe déjà, même si c'est un saupoudrage, même si les compétences, ça va venir. Le rapport Jouzel est actuellement en train d'être mis en place dans les établissements de l'enseignement supérieur, grandes écoles compris. Et on sait que dans tous les systèmes éducatifs, partout dans le monde, en France a fortiori, c'est très pyramidal. Si l'université et les grandes écoles l'intègrent, ça va finir par le bac-3. Je suis moi-même intégrée dans le groupe de travail de l'UVET qui met en place le rapport Jouzel, qui crée le curriculum pour les L1, L2, L3, pour le bac-3, bac+3. Donc, moi, je pense que d'ici 2 ans, ça va arriver dans les lycées, hein, clairement. Parce que c'est dans les programmes de l'enseignement supérieur. Que voilà, Oh, merci. Hector, un club éco, ouais. Ben oui. Ben en fait, l'institution est défaillante, est absente, mais également, il y a des raisons institutionnelles. Ce n'est pas uniquement de la défaillance, c'est-à-dire qu'au second degré, c'est des disciplines. On a ajouté des notions. Est-ce qu'on en a enlevé? Non. Donc, je ne vois pas trop comment on peut toujours continuer à ajouter des choses sans en enlever d'autres. Il n'y a pas d'arbitrage, donc c'est difficile à mettre en place. Là, le tour de passe-passe qu'on aime bien en France, c'est que quand on ne peut pas intégrer encore plus dans les disciplines, on fait des enseignements transversaux. On va faire du numérique transversal, on va faire de l'éducation-développement transversal. Autant dire que ça ne sera pas fait.
parce qu'il n'y a pas vraiment de vie d'établissement pour que la transversalité fonctionne. Donc, c'est un vœu pieux. Ça marche dans les établissements où il y a des poissons pilotes très forts comme vous, mais ça ne marche pas massivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous, on est en train, je vous donne un exemple, il sera, je pense, opérationnel à partir de la rentrée 2023, au plus tard 2024, le collectif Labo 1.5, qui est un grand GDR, un groupement de recherche plus gros en France, ont créé à l'échelle des labos, je vais vous laisser là le lien de Labo 1.5, allez regarder ce qu'ils font, ce sont nos partenaires. Labo 1.5, émanation du CRS, vous savez ce que c'est un GDR? Un GDR, c'est un groupement de recherche, c'est le fait que plusieurs labos de plusieurs universités, plusieurs institutions se regroupent en une seule unité autour d'un sujet. Et Labo 1.5 ont créé des instruments de mesure de l'impact de bilan carbone. Il ne faut pas dire bilan carbone, c'est une marque déposée par un acteur privé, de l'empreinte carbone, des transports, des achats, du fonctionnement d'un labo. Et nous, on est en train de faire école 1.5 avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va... Alors, pour l'instant, ce sont des outils faits par des experts pour des experts. Et nous, on est en train de le faire pour des élèves et des enseignants ou des académies. Vous allez avoir des calculateurs des activités d'un établissement. Combien la cantine émet, combien les transports, les achats, la fourniture scolaire, etc. Donc, les élèves vont disposer de données à l'échelle de leur établissement. Et à partir de ces données, ils peuvent établir des scénarios pour baisser l'empreinte carbone de leur établissement. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique un pilotage par le chef de l'établissement et pas par un enseignant. Donc, et je pense que ça, c'est un outil qui est appelé à s'implémenter, parce qu'on a beaucoup de demandes en ce sens de l'institution, au niveau académique, au niveau des rectorats, au niveau, par exemple, mesurer l'impact des activités numériques, à qui on a fait la pub pendant des décennies sans se rendre compte que ça coûte très cher en carbone. Et ça a l'intérêt de donner un outil qui fédère l'établissement, qui ne mange pas sur les horaires disciplinaires, les sacro-saintes horaires disciplinaires, et qui, pour les élèves, rejoint vraiment ma préoccupation, apprendre, à partir des données scientifiques, à agir. Et ça, c'est assez intéressant. Regardez ce que font pour l'instant, c'est compliqué. Moi, ce que je veux, c'est une petite appli où les élèves décident des indicateurs. Si je suis dans un établissement où il y a beaucoup de transport, un établissement où il n'y a pas beaucoup de transport, domicile-travail, domicile-école, comment je fais avec la cantine. C'est assez intéressant. Donc, ça peut permettre une vie autour des questions de développement durable, de climat, à l'échelle d'un établissement. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Thor, c'est difficile. Mais il ne faut pas arrêter pour autant, parce que même si c'est quelques élèves... simplifier pour des élèves du primaire, ça va être l'étape d'après. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil fait par des experts pour des experts. Donc, le simplifier pour des lycéens, collégiens, c'est déjà costaud. Mais l'objectif, c'est d'en faire aussi pour le premier degré. Mais en attendant, il y a pas mal de petits outils que je vous ai mis. Il y a... Excusez-moi. Il y a un outil sympa fait par... Excusez-moi. Je vais retrouver ma voix dans 2 secondes et ça ira beaucoup mieux. Il y a des outils que vous pouvez proposer aux élèves qui sont des jeux de cartes, donc pas difficiles à mettre en œuvre, et qui s'appellent Agir nos vies bas carbone. Nos vies bas carbone, c'est des petits fils avec des petites cartes, et la taille des cartes varie en centimètres par rapport aux kilotonnes de carbone, et hyper adapté pour le premier degré. Très sympa à utiliser. Donc, voilà. Ah, merci, je remets Novi bas carbone. C'est bien fait. Et en plus, l'intérêt de Novi bas carbone, je dirais que ça ne nous met pas en dissonance cognitive en tant qu'éducateur, parce que c'est du papier qu'on imprime, ce n'est pas du numérique et tout ça. Quoique, bon, ça reste à discuter. Par exemple, le numérique en France ne coûte pas très cher parce que l'électricité nucléaire, ne coûte pas très cher en termes de GES. Donc, les arbitrages sont infinis à ce niveau-là. Mais pour des petits, je trouve que c'est bien parce qu'il y a une dimension de manipulation, il y a la taille des cartes qui joue.
qui est assez. Puis c'est assez, en fait, les ressources que je vous ai données sont assez robustes scientifiquement, parce qu'il existe beaucoup de choses. Par exemple, j'indique toujours la fresque du climat, mais je ne suis pas une fan. Parce que les choix scientifiques qui ont été faits peuvent être discutés. Et puis surtout, ben, on sort de là et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et moi, en tant qu'éducateur, je me mets toujours dans l'obligation de responsabilité éthique vis-à-vis des jeunes. Donc, je préfère les outils où il y a des scénarios d'action. Par exemple, là, on travaille avec le CNRS et l'ADEME qui ont créé Ma Terre en 180 minutes. Et c'est super. Bon, c'est numérique, ce n'est pas du papier. Et c'est un atelier en 2 temps. Le premier, c'est des connaissances. C'est un jeu de rôle, en fait. C'est hyper bien fait. Les élèves se mettent, il y a une équipe de chimistes, une équipe d'historiens, une équipe de je ne sais pas quoi. Et un premier atelier, c'est un jeu pour apprendre les connaissances. Et un deuxième atelier, c'est les scénarios. Ils se mettent à bosser sur des scénarios chaque équipe a un scientifique référent pour apprendre à réduire ou à être dans un scénario d'atténuation. Donc, par rapport à la fresque, donc ça, c'est vraiment des chercheurs du CNRS qui l'ont fait. Donc, voilà, vous êtes sûr des choix et de la robustesse. Et on fait des ateliers. Si parmi d'entre vous, je recrute, si je voulais, on fait un atelier le 14 octobre à distance, l'après-midi. On prend l'outil Ma Terre tel qu'il existe aujourd'hui, donc par des experts pour des experts. On a avec nous des IEN, des chefs d'établissement, des DAZEN, etc. On le teste et on fait des recos et pour l'adapter à 2 types de publics, scolaires, et deuxième type de public, les personnels. C'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, les IAIPR, les personnels ATOS, etc. Est-ce que les fresques du climat à Mide, oui, c'est adapté, mais vraiment, 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 prévoyez une activité post-fresque. C'est terrible sinon. Tu veux dire 14 décembre peut-être, Ange? Tu Ah as oui, dit pardon. 14 octobre, d'accord. Oui. 14 décembre. Est-ce qu'on a d'autres interventions ou d'autres questions comme les collègues qui les ont posées dans le clavardage? On a essayé de mettre les liens, mais on partagera après ta présentation, Ange, avec les participants et les gens qui se sont inscrits. Comme ça, ils auront les liens. Génial, merci. J'ai l'impression que tout le monde est en réflexion. Bon, bah, écoutez, je vous remercie si c'est bon pour vous. Merci beaucoup, Ange. Désolé, merci, tu perds ta voix actuellement. Oui, non, je suis un peu malade. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à nous, à contacter S'Aventurier et à aller vous servir dans les ressources et les formations. Enfin, tout est en open source et gratuit. Donc, voilà. On Merci. demande le lien du 14 décembre. Est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose dont tu Ah nous... non, c'est pas ouvert. C'est vraiment, on a un petit groupe. C'est pour bosser, en fait. C'est vraiment... c'est la première étape d'un processus, enfin, la première étape visible pour les personnels de l'adaptation de Ma Terre au système éducatif. Très bien. Bien, merci beaucoup, Ange, pour cette Écrivez-moi un mail si vous voulez participer. présentation lumineuse. Ouais. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci.